Avez-vous déjà ressenti cela? Ce froid soudain au milieu d'une conversation ordinaire. Le monde s'arrête une seconde. Et dans votre tête résonne une seule pensée assourdissante. Vous avez déjà été ici. Vous avez entendu ces mots. Vous avez vu cette lumière tomber exactement de cette façon. Cet instant se répète. Et ce n'est pas un hasard. La science appelle cela un dysfonctionnement de la mémoire. Internet, un bug dans la matrice. Mais le plus grand explorateur des profondeurs de l'âme, Carl Gustav Jung, y voyait quelque chose d'autre. Pas une erreur, mais un message. Il nous a laissé une carte pour lire ces messages, et le nom de cette carte est la synchronicité. Au cours de l'heure qui suit, nous n'allons pas simplement parler d'un sentiment étrange. Nous allons faire quelque chose de plus. Premièrement, vous comprendrez pourquoi ces moments vous choisissent, vous en particulier. Deuxièmement, vous apprendrez à déchiffrer quelle tâche précise votre âme place devant vous à travers ces répétitions. Et troisièmement, vous verrez comment transformer ces bugs effrayants en votre boussole personnelle, indiquant le chemin vers la plénitude. Si vous êtes prêt à cesser d'être le spectateur de votre vie pour en devenir l'interprète, notre plongée commence. Maintenant, le bruit s'estompe. Revenons à cet instant. Il arrive toujours sans prévenir, comme une fissure infime dans le verre lisse du quotidien que vous seul pouvez voir. Le monde ne change pas, mais votre perception du monde, elle, change radicalement. Une intimité étrange, presque insupportable, avec le moment présent s'installe. Vous savez quel geste votre interlocuteur va faire, avant même qu'il ne le fasse. Vous savez quel sera le mot suivant, une fraction de seconde avant qu'il ne franchisse ses lèvres. Vous êtes comme un fantôme du futur, piégé dans le présent, contraint de regarder la rediffusion d'une scène dont vous vous souvenez non pas avec votre esprit, mais avec tout votre être. Et à cette seconde, vous êtes absolument seul, parce qu'il est impossible de l'expliquer. Vous êtes le seul spectateur dans un théâtre où la pièce se répète uniquement pour vous. Tentez de mettre cela en mots. « Attends, j'ai l'impression que c'est déjà arrivé », brise la magie, la réduisant en cendres de gêne. Le regard en face de vous se remplit d'une perplexité polie et peut-être même d'une inquiétude dissimulée. Et puis vient l'arrière-goût. Le sentiment d'irréalité est remplacé par la honte. Qu'est-ce que c'était? Simplement de la fatigue, un bug neuronal dont parlent les articles de vulgarisation? L'expérience la plus profonde et mystique de votre tête est réduite au niveau d'un symptôme fâcheux, vous faisant douter de votre propre santé mentale. Et vous vous taisez en portant ce secret au plus profond de vous-même, où il pèse comme un fardeau lourd et incompréhensible. Et si dans ces moments d'étrangeté solitaire, vous avez déjà douté de votre propre raison, écoutez-moi maintenant. Permettez-moi de vous dire directement, et avec une certitude absolue, ce que vous ressentez n'est pas un signe de pathologie. C'est son contraire absolu. C'est le signe d'une sensibilité qui s'éveille. Votre psyché ne se brise pas. Elle devient plus fine et plus précise. Elle commence à capter les courants qui passent sous la surface de la réalité ordinaire, tel un sismographe qui enregistre une secousse souterraine bien avant que les autres ne la ressentent. Vous ne devenez pas fou. Vous commencez à percevoir une couche plus profonde de l'univers que la plupart des gens ignorent, simplement parce que leurs outils de perception sont trop grossiers. Vous n'êtes pas brisé, vous vous éveillez, et cet éveil est rarement confortable. Il commence presque toujours par un sentiment de désorientation et de rupture avec le monde familier. Il se ressent comme de la solitude précisément parce que vous êtes peut-être le premier à vous réveiller dans une pièce remplie de dormeurs. Cet inconfort, cette anxiété que vous ressentez, ce n'est pas le symptôme d'une maladie. C'est la douleur de la croissance que ressent la conscience lorsqu'elle commence à dépasser ses anciennes limites. Et chaque éveil commence par une question qui met le monde sens dessus-dessous. Maintenant, imaginez un instant que ce sentiment n'est pas un écho du passé, mais un murmure du futur. Et si ce n'était pas vous qui vous souveniez, mais votre version future, plus complète, celle qui a déjà parcouru ce chemin, résolu toutes les énigmes et acquis la sagesse, qui vous envoyait un signal dans le présent? Imaginez que votre essence future regarde la ligne de votre vie comme une carte. Elle voit les bifurcations, les tournants, les moments où un seul faux pas ou un seul mot manqué lui ont coûté des années d'errance. Elle sait quelles portes menaient à une impasse et lesquelles menaient à une percée. Et voilà que, voyant que vous approchez d'un tel point nodal,
Elle ne peut pas vous crier à travers le temps. Mais elle peut envoyer une onde, une résonance, une sensation de reconnaissance. Un signal qui dit « Fais attention, ici, maintenant ». Dans cette conversation, dans cette pièce, dans cette pensée qui était la tienne, se cache une clé. Ne la manque pas. C'est important. Ce n'est pas un bug. C'est une balise de navigation laissée avec soin pour vous par le plus sage des navigateurs, vous-même. Cette idée peut sembler radicale, voire effrayante. Et c'est naturel, parce qu'elle détruit la vision habituelle du monde, où tous les événements sont liés par une chaîne rigide de causes et d'effets, et où le temps se déplace strictement du passé vers le futur. Ce modèle linéaire est notre confort intellectuel, notre bouclier contre le chaos. Et l'hypothèse d'un « signal du futur » perce une brèche dans ce bouclier, ouvrant une vue sur une réalité bien plus complexe et mystérieuse. Notre esprit n'aime pas de telles brèches. Pour tenter de se protéger, il s'accroche immédiatement à des explications simples et matérialistes qui lui redonnent un sentiment de contrôle. Mais ces explications ne sont qu'un bruit qui étouffe le murmure silencieux du sens. Et pour comprendre ce paradoxe, ce langage secret de l'âme, nous devons d'abord créer le silence. Nous devons endosser le rôle d'un chirurgien impitoyable et retirer avec une précision extrême ces mythes superficiels et matérialistes sur le déjà-vu qui, comme une cataracte, nous empêche que de voir la vérité. Alors commençons par ce que nous dit la science moderne, par ces mêmes explications que vous avez très probablement déjà entendues. Elles sont logiques, matérialistes et très pratiques. La première et la plus populaire, appelons-la la théorie neurologique. Imaginez votre hippocampe, la partie du cerveau responsable de la mémoire, comme un archiviste ultra efficace. Chaque seconde, il reçoit de nouveaux dossiers du présent et y appose le tampon « nouveau ». Ensuite, il vérifie avec les archives du passé. Selon cette théorie, le déjà-vu est simplement une petite erreur bureaucratique. L'archiviste fatigué appose accidentellement le tampon « ancien » sur un dossier qui vient d'arriver. Et votre cerveau, recevant ce document mal étiqueté, rapporte honnêtement « c'est déjà arrivé ». Juste un bug dans le système de gestion des documents. La deuxième hypothèse élégante est la théorie de la perception divisée. Elle suppose que l'information parvient au cerveau par plusieurs canaux simultanément. Et parfois, l'un des canaux subit un retard microscopique. Votre cerveau reçoit le premier signal et le traite. Une fraction de seconde plus tard, il reçoit un deuxième signal en double. Pour la conscience qui a déjà eu le temps de percevoir la première portion d'information, la seconde semble être un vague souvenir de quelque chose qui s'est produit dans un passé lointain, alors qu'en réalité, c'était il y a un instant. Et soyons honnêtes, il y a une certaine beauté dans ces théories. Il est très probable qu'au niveau physique, au niveau du matériel de notre cerveau, quelque chose de semblable se produise. Mais expliquer le déjà-vu uniquement par cela, c'est comme expliquer le sens de « guerre et paix » par une analyse chimique de l'encre d'imprimerie. Oui, vous prouverez que le texte est composé de certains pigments. Vous étudierez la densité du papier. Mais vous ne vous approcherez pas d'1 millimètre de la compréhension de la tragédie d'Andrei Bolkonsky ou des quêtes spirituelles de Pierre Bezoukov. Vous décrirez le support, mais vous manquerez le message. Ces théories décrivent le mécanisme, mais ignorent complètement le sens et le contexte de l'expérience. Elles répondent à la question « Comment ?», mais restent lâchement silencieuses face à la question principale que pose votre âme. Pourquoi ? Pourquoi maintenant ? Pourquoi dans cette conversation ? Pourquoi avec cette personne ? Alors pourquoi cela se produit-il ? Pourquoi à ce moment précis et pas à un autre ? Pour le comprendre, imaginons le déjà-vu non pas comme un bug, mais comme un symptôme. Plus précisément, comme une fièvre de l'âme. Imaginez que vous avez de la fièvre. Votre corps brûle, votre front est chaud, vous avez des frissons. La fièvre est-elle la maladie ? Non. La fièvre est un signal. C'est une réaction saine et puissante de votre système immunitaire à une invasion, à un virus ou une infection qui sont invisibles à l'œil nu. La fièvre crie « Attention, une bataille a lieu à l'intérieur ». Vous pouvez prendre un antipyrétique. La température baissera, le symptôme disparaîtra, vous ressentirez un soulagement temporaire. Mais vous ne guérirez pas l'infection. Vous avez simplement fait taire la sirène, pendant que l'incendie continue de faire rage au sous-sol.
Les explications neurologiques et matérialistes du déjà-vu sont précisément cette antipyrétique pour la psyché. Elles vous offrent une pilule simple. C'est juste un bug du cerveau. Vous la prenez et l'anxiété disparaît. Vous vous sentez à nouveau normal. Mais vous venez d'ignorer le signal le plus important que votre âme a pu vous envoyer. Le déjà-vu est une telle fièvre de l'âme. C'est le signal que quelque chose d'important se passe en vous, quelque chose qui a atteint son point d'ébullition. Cela peut être un conflit intérieur qui demande de l'attention. Par exemple, entre ce que vous devriez être selon les autres et ce que vous voulez être réellement. Cela peut être une décision qui a déjà mûri au fond de votre inconscient, mais que votre esprit conscient a peur de prendre. Cela peut être une rencontre avec une personne ou une idée qui est le catalyseur de votre prochaine étape de croissance. Cette fièvre survient au moment où le monde extérieur entre en résonance parfaite avec ce processus intérieur caché. Ignorer ce signal, en le mettant sur le compte d'un bug du cerveau, c'est renoncer volontairement au diagnostic le plus important de votre vie. C'est comme dire à un médecin qui vous montre une ombre sur une radiographie « Docteur, c'est juste un défaut de la pellicule ». Vous choisissez une ignorance confortable plutôt qu'une vérité qui guérit. Une théorie ne reste qu'une théorie tant qu'elle n'est pas confirmée par l'expérience personnelle. C'est pourquoi je veux vous proposer dès maintenant de transformer cette idée en votre découverte personnelle. Et maintenant, je vais vous demander de faire quelque chose d'important. Dans un instant, mettez cette vidéo en pause. Non pas pour vous distraire, mais pour vous immerger. Fermez les yeux. Et laissez votre mémoire vous ramener non pas à un, mais aux 3 derniers cas de déjà-vu dont vous pouvez vous souvenir. 3, ce n'est plus une coïncidence, c'est le début d'un schéma. N'essayez pas d'analyser les détails, ce que vous mangiez, ce que vous portiez. Oubliez la logique. Plongez plutôt dans leur atmosphère, dans leur fond émotionnel commun. Ressentez-les simplement. Y avait-il un fond commun ? Peut-être se sont-ils tous produits à des moments où vous étiez à la croisée des chemins, doutant de votre voie, ne sachant pas où tourner ? Ou peut-être se sont-ils produits lors de ces moments de subtile trahison de soi, lorsque vous disiez « oui », alors que tout votre être criait « non ». Peut-être étaient-ce des périodes de stagnation où vous sentiez que vous étiez coincé et que votre âme cherchait désespérément une issue, vous envoyant ces signaux étranges, comme un SOS. Quel fil invisible relie ces moments apparemment aléatoires? De quelle émotion est-il tissé? Quelle tâche non résolue ou quelle question non formulée met-il en lumière? Encore et encore et encore. Ne vous pressez pas de répondre. Ne cherchez pas la réponse dans votre esprit. La réponse doit venir comme une sensation, comme une reconnaissance silencieuse dans le corps. Restez avec cette question. La pause commence maintenant. Bienvenue à nouveau. Ce fil invisible que vous venez peut-être de sentir, cette rime étrange entre des événements non liés par la logique, cette vibration qui connecte votre état intérieur au monde extérieur, elle a un nom et elle a son découvreur. Pendant des décennies, un homme s'est tenu sur le rivage de cet océan étrange, cartographiant ses courants. Il ne le faisait pas dans le silence de son cabinet, mais dans les tranchées de l'âme humaine, en travaillant avec ses patients, en analysant des milliers de rêves et d'histoires de vie, en étudiant les mythes et les religions de tous les peuples du monde. Il a vu ce phénomène si souvent, avec une régularité si irréfutable, qu'il a compris. Ce n'est pas une anomalie, c'est une loi de la nature, aussi fondamentale que la gravité, mais agissant dans la dimension du sens et non de la matière. Le nom de cet homme est Carl Gustav Jung. Il a découvert qu'en plus du lien de cause à effet qui nous est familier et qui lie le monde physique, il existe un autre principe de liaison, acausal. Et il lui a donné un nom, la synchronicité. Ce n'est pas simplement une coïncidence significative, comme aime à le répéter la psychologie populaire. Appeler la synchronicité une coïncidence significative, c'est comme appeler la cathédrale Notre-Dame de Paris un tas de pierres. Jung y voyait quelque chose d'incommensurablement plus grand. Il y voyait la preuve que notre espace intérieur, psychique, et le monde extérieur matériel ne sont pas séparés. Ils sont les deux faces d'une même réalité, tissées d'une seule et même étoffe. La synchronicité n'est ni un miracle ni un hasard. C'est la manifestation d'un ordre profond de l'univers
qui devient visible au moment où notre âme est prête pour l'étape suivante. C'est le moment où le monde intérieur et le monde extérieur s'alignent parfaitement sur un même axe pour nous indiquer quelque chose de vital. Ce n'est pas vous qui trouvez un sens dans la coïncidence. C'est le sens lui-même qui vous trouve, en utilisant le langage des coïncidences. Que voulait donc dire Jung, ce Christophe Colomb du monde intérieur, par le mot énigmatique de synchronicité, car il l'a défini comme un principe de liaison acausale. Mais pour vraiment comprendre cette idée, nous devons dépasser les définitions sèches et utiliser une métaphore. Imaginez toute la réalité, visible et invisible, comme une gigantesque et infinie tapisserie cosmique. Nous vivons sur son endroit. Ici, tout est lisse, ordonné et, pour la plupart, prévisible. Nous voyons des points de broderie nets et consécutifs. Voici le point cause, suivi du point effet. Voici le fil de l'événement A, qui mène logiquement au fil de l'événement B. C'est le monde de la physique, le monde de la logique, le monde de notre expérience quotidienne. Nous pouvons suivre chaque fil visible, comprendre comment il est lié au précédent et prédire où il ira ensuite. C'est le monde de la causalité et notre esprit rationnel s'y sent chez lui. Il étudie ces points, les classe et construit à partir d'eux sa vision du monde. Mais toute tapisserie a un envers. Si nous la retournons, nous voyons une image complètement différente. Au lieu d'une surface lisse, un chaos apparent de milliers de fils entrelacés, de nœuds, de boucles et de bouts. Des fils qui, sur l'endroit, se trouvent à des extrémités opposées de la toile, peuvent ici, sur l'envers, être liés en un seul nœud serré. Il n'y a pas de séquence linéaire. Ici règne un ordre complètement différent, l'ordre du sens et non du temps. Ces fils sont tout, vos pensées, les destins d'inconnus, les images de rêves, les événements fortuits, les récits archétypaux. Tout cela est entrelacé en un motif unique, d'une complexité insondable. La synchronicité, selon Jung, est le moment où un petit nœud de l'envers transparaît soudainement sur l'endroit. C'est ce moment où vous pensez à un ami oublié depuis longtemps, et une seconde plus tard, il vous appelle. Sur l'endroit de la tapisserie, ces deux points, votre pensée et son appel, ne sont en aucun cas liés. Il n'y a pas de fil causal entre eux, mais sur l'envers, ils font partie d'un seul et même nœud, d'un seul champ de sens. Et ce nœud est soudainement devenu si dense qu'il s'est manifesté dans votre monde visible. Alors, qu'est-ce que le déjà-vu dans ce tableau? Le déjà-vu est quelque chose d'encore plus subtil. Ce n'est pas voir le nœud, c'est le sentir à travers le tissu. C'est le moment où votre main, glissant sur la surface lisse de l'endroit de la tapisserie, touche accidentellement son envers. Vous ne voyez pas tout le motif. Vous ne comprenez pas quels fils précis s'y sont entrelacés. Mais vous ressentez tactilement sa texture complexe et pleine de sens. Vous sentez sous vos doigts la densité du nœud, caché juste sous la surface du moment présent. Vous sentez que ce simple point, ordinaire de votre vie, fait partie de quelque chose d'incommensurablement plus grand, complexe et significatif. Ce concept de tapisserie cosmique peut sembler abstrait, presque mythique. Voyons comment ce nœud sur l'envers se manifeste dans la vie réelle. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'Émilie. Émilie était une architecte talentueuse. Elle se battait depuis des années sur le projet de ses rêves, un bâtiment de bibliothèque publique qu'elle voyait comme une cathédrale de verre de lumière et de silence. Elle avait remporté une subvention, obtenu un terrain, mais elle était dans une impasse créative totale. Tous ses plans semblaient sans vie, dépourvus de cette étincelle qui vivait dans son imagination. Elle sentait que l'idée clé, le principe organisateur central, était tout proche. Il la narguait, dansait à la périphérie de sa conscience, mais elle n'arrivait pas à le saisir. Les semaines se sont transformées en mois de désespoir. Elle était sur le point de tout abandonner. Un soir, complètement épuisée, elle errait sans but dans la ville sous une pluie fine. Au lieu de rentrer chez elle, ses pas l'ont menée d'eux-mêmes dans une ruelle inconnue, devant la vitrine d'une vieille librairie où elle n'était jamais allée. Sans savoir pourquoi, elle poussa la lourde porte en chêne et entra. Une odeur de vieux papier, de reliures en cuir et de poussière l'enveloppa. Elle marchait lentement entre les hautes étagères, passant ses doigts sur les dos des livres. Elle ne cherchait rien. Elle voulait juste se cacher du monde et de sa propre impuissance. Elle tourna dans un passage étroit au fond du magasin,
ou une lumière blafarde du soir filtrée par une haute fenêtre. Et soudain, le monde s'est figé. Ce n'était pas une simple reconnaissance. C'était un déjà-vu assourdissant, dévorant. L'odeur de la poussière, le grincement du plancher sous son pied, la façon dont la lumière tombait sur les dos des livres, créant sur eux un motif d'ombre, tout cela était familier jusqu'à la douleur, jusqu'au cri. Elle sentait sous sa peau le nœud dense sur l'envers de la réalité. Elle savait qu'elle devait être là, à cet endroit, à cette seconde précise. Sa main, comme guidée par une force invisible, s'étendue d'elle-même vers un mince volume à la couverture délavée, coincé entre deux énormes in-folios. Elle le sortit. C'était un recueil de poèmes d'un poète oublié du début du XXe siècle. Ses doigts ont ouvert le livre d'eux-mêmes à une page au hasard, et son regard tomba sur un vers. Étudiant la géométrie silencieuse de la lumière gelée, la phrase a explosé dans son esprit. La géométrie de la lumière gelée, ce n'était pas juste une belle image, c'était tout le concept. La structure d'un flocon de neige, les rayons de lumière se réfractant dans des panneaux de verre sous différents angles, selon la saison. L'ordre né d'un chaos apparent. La bibliothèque comme un cristal où le savoir est gelé dans les livres et la lumière, l'architecte principal. Tout s'est mis en place. Une larme a roulé sur sa joue, non pas de désespoir mais d'une gratitude bouleversante. Elle avait trouvé sa clé. Ou plutôt, la clé l'avait trouvée. Cette histoire est magnifique. Mais quel rapport a-t-elle avec vous et vos étranges moments de répétition qui vous isolent? Le rapport le plus direct. Parce que la clé pour déchiffrer votre expérience réside dans la compréhension exacte de ce qui est arrivé à Émilie. Analysons cela avec une extrême attention. Quel était le message pour elle? Était-ce le sentiment étrange lui-même, le grincement du plancher, l'odeur de la poussière? Non, ce n'était que le décor. C'était la scène. Le message était la phrase dans le livre, la géométrie de la lumière gelée. Le déjà-vu lui-même n'était pas le message, mais le mécanisme de livraison. C'était la force mystérieuse qui l'a arrêté au bon endroit, au bon moment, et a fait que sa main se tende vers le bon livre. Le déjà-vu était le pointeur, pas la destination, et c'est là que se cache l'aperçu le plus important pour vous. Votre âme, votre moi profond, ne vous parle pas directement. Elle respecte votre libre arbitre. Elle ne peut pas simplement vous mettre une pensée dans la tête. Tu dois démissionner de ce travail ou parle à cette personne. Au lieu de cela, elle agit comme un navigateur de génie. Elle vous amène à l'étagère de livres de votre vie, à une conversation spécifique, à une situation particulière. Et à ce moment-là, elle vous fait ressentir un déjà-vu puissant et inexplicable pour que votre main se tende d'elle-même, pour que vous fassiez attention. Ce livre vers lequel la main d'Émilie s'est tendue, c'est votre déjà-vu. Mais le message n'est pas le livre lui-même, mais ce qu'il y a à l'intérieur. Il en va de même pour vous. Le message n'est pas le déjà-vu lui-même, mais la conversation, la pensée, le lieu où il vous a surpris. Si vous ressentez un déjà-vu au moment où votre ami prononce la phrase « Tu as toujours eu peur de prendre des risques », alors cette phrase est le livre que l'univers vous tend. Si le déjà-vu vous saisit lorsque vous regardez le bâtiment de l'ancienne université que vous vouliez autrefois terminer, alors ce bâtiment est le livre. Arrêtez d'analyser le sentiment lui-même. Commencez à analyser le contexte dans lequel il se produit. Le déjà-vu est un marqueur cosmique. C'est une enseigne au néon de l'âme qui s'allume soudainement au milieu d'une journée grise et crie « Regarde, écoute, ce qui se passe en ce moment même, cette phrase, cette pensée, cette image, a une importance colossale, décisive pour toi. Ne le manque pas. » Ce n'est pas un écho du passé, c'est un phare de navigation indiquant un trésor enfoui dans le moment présent. Maintenant que vous comprenez ce mécanisme, que vous avez cette clé en main, utilisons-la. Revenons à votre dernier déjà-vu une fois de plus. Une dernière fois, mais la plus importante. Mais cette fois avec une intention complètement différente. Nous n'allons plus scruter le sentiment étrange lui-même. Nous allons regarder là où il pointe. Fermez à nouveau les yeux, si c'est plus confortable pour vous. Remémorez-vous cette scène. Et maintenant, posez-vous une nouvelle question, la seule qui soit juste. Si le sentiment lui-même n'était qu'un pointeur, un doigt tremblant indiquant à travers le tissu de la réalité, alors sur quoi pointait-il exactement?
Quel livre se trouvait sur l'étagère à ce moment-là? Qu'est-ce que c'était? Était-ce un mot prononcé par votre interlocuteur qui a résonné comme un gong silencieux, en écho avec une partie oubliée de votre âme? Était-ce une pensée fugace dans votre propre tête? Un doute, un espoir, une peur, qui à ce moment-là est devenue assourdissante? Peut-être que le pointeur était la personne en face de vous et que sa présence dans votre vie à cette période avait une importance cruciale que vous aviez ignorée jusqu'à présent. Où était-ce le lieu? Un coin de rue, une pièce, un paysage qui n'était pas simplement un décor, mais un symbole de votre état intérieur actuel, que ce soit une impasse ou un pressentiment de liberté. Arrêtez de penser au déjà-vu comme à un événement. Commencez à le voir comme le titre d'un chapitre que vous devez lire. Qu'était-il écrit sur cette page? Et lorsque vous sentirez cette réponse, même si elle est vague et intuitive, je vous invite à faire quelque chose de plus que de la garder pour vous. Je vous invite à devenir co-auteur de notre recherche commune. Partagez dans les commentaires non pas l'événement lui-même, mais ce vers quoi, selon vous maintenant, votre boussole intérieure pointait. Pas besoin de raconter toute l'histoire. Une seule phrase suffit. Il pointait vers ma peur de dire la vérité. Il pointait vers la phrase « Il est temps de rentrer à la maison ». Il pointait vers une personne que je considérais comme un ennemi, mais que j'ai senti proche. Créons ensemble une bibliothèque de ces livres trouvés par hasard, où chaque entrée n'est pas juste un commentaire, mais une pièce de collection précieuse, un témoignage de la façon dont le sens se ferait un chemin dans notre monde. Votre prise de conscience, qui vous semble si personnelle et unique, pourrait être la géométrie de la lumière gelée pour quelqu'un d'autre, qui erre en ce moment même dans son impasse créative ou spirituelle. Parfois, pour trouver son propre livre, il suffit de voir quel livre quelqu'un d'autre a trouvé. Allumons la lumière les uns pour les autres. Pendant que vous réfléchissez à vos pointeurs, et peut-être que vous les partagez, faisons le pas suivant, le plus important. Nous avons parcouru un long chemin en cette heure, de la perception du déjà-vu comme un bug du cerveau, fâcheux à sa compréhension, comme une fièvre de l'âme, de la fièvre au pointeur cosmique. Mais maintenant, nous devons accomplir la transformation finale. Nous devons changer notre attitude même envers ce phénomène. Les anciens alchimistes croyaient que pour obtenir de l'or, symbole de plénitude et d'illumination, il fallait du plomb. On ne peut pas créer de l'or à partir de rien. Il faut une prima materia, une matière première, quelque chose de sombre, de lourd, d'informe. Le plomb n'était pas l'ennemi de l'or, mais sa condition nécessaire, son potentiel caché. Le déjà-vu est votre plomb psychologique. C'est la matière brute, non traitée, du sens. C'est ce sentiment lourd, étrange, désorientant, qui semble être une anomalie, une erreur dans le système. Notre première réaction est de nous en débarrasser, de l'expliquer, de le dévaloriser, pour revenir à un état de conscience confortable et lisse. Mais en agissant ainsi, nous jetons la matière première la plus précieuse pour notre travail intérieur. Chaque fois que cela se produit, l'univers ne se moque pas de vous et ne vous met pas à l'épreuve. Il vous offre un cadeau, c'est le don de la clarté dans un monde d'automatisme. C'est le don de la présence dans le flux d'une existence irréfléchie. Il vous offre la possibilité de voir pendant une fraction de seconde le motif caché, de toucher l'envers de la tapisserie et de vous assurer que votre vie n'est pas un ensemble d'événements aléatoires, mais une histoire pleine de sens. Votre tâche n'est pas de rejeter ce don, de ne pas le mettre sur le compte de la fatigue ou de la neurologie. Votre tâche est d'apprendre à l'accepter et à le traiter. De dire à ce sentiment non pas « va-t'en », mais « bonjour, je te vois ». Qu'est-ce que tu m'as apporté cette fois? Le déjà-vu cesse d'être un problème à résoudre et devient un enseignant à écouter. Ce n'est plus une anomalie à éliminer, mais un outil à maîtriser. Votre tâche est de devenir l'alchimiste de votre propre âme, qui voit dans le plomb le plus sombre la promesse de l'or pur. Mais comment accepter ce don? Comment commencer le traitement alchimique de ce plomb psychologique? Le premier et le plus important pas est un changement fondamental de focus. Vous devez comprendre que tout le travail se fait non pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Arrêtez de chercher les causes à l'extérieur. La réponse se trouve sur la même fréquence que la question. Jung appellerait cela le principe de la résonance intérieure.
Imaginez qu'au plus profond de vous se trouvent de nombreuses cordes tendues et silencieuses. Chaque corde est une partie importante, mais peut-être inconsciente, de vous. Cela peut être votre potentiel d'artiste non réalisé, que vous avez enterré sous le poids d'un travail sérieux. Cela peut être un désir de liberté réprimé que vous avez sacrifié pour des relations stables mais étouffantes. Cela peut être votre ombre, ces qualités que vous ne reconnaissez pas en vous, mais qui veulent désespérément être intégrées. Et voilà que dans le monde extérieur, un événement se produit, un mot est prononcé, vous voyez une image, vous rencontrez une personne qui, par sa vibration, par sa charge sémantique, coïncide parfaitement avec la fréquence de l'une de ces cordes tendues. Et elle commence à vibrer. Le déjà-vu, c'est ce bourdonnement. C'est la vibration que vous ressentez lorsque le monde extérieur touche votre monde intérieur caché. Prenons un exemple concret. Si le déjà-vu vous surprend au moment où vous discutez d'un changement de travail, cela signifie que le thème de l'épanouissement personnel en vous vibre avec une force énorme. Supposons que votre ami dise « Tu as juste peur de perdre la stabilité » et à ce moment-là, le monde s'arrête et vous ressentez cette étrange reconnaissance. La réaction superficielle est « C'est un signe, je dois démissionner ». Mais c'est une lutte extérieure. Le travail intérieur est différent. Le déjà-vu ne dit pas « démissionne », il dit « Le thème de l'épanouissement personnel et de la peur en toi vibre actuellement avec une amplitude maximale. Prêtes-y attention. » Votre tâche n'est pas de changer de travail immédiatement, mais de rentrer chez vous, de vous asseoir en silence et de commencer un dialogue avec cette partie vibrante de vous-même. De lui poser des questions directes. Que veux-tu vraiment? De quoi as-tu le plus peur? De l'échec ou du regret de l'inaction? Pourquoi te manifestes-tu maintenant, alors que je parle de ça? Quelle partie de moi est-ce que je trahis chaque jour en restant à cet endroit? L'événement extérieur n'est qu'un diapason qui a fait résonner votre corde intérieure. Ne courez pas après le diapason. Écoutez la musique qui est née en vous. En elle se trouvent toutes les réponses. Mais comment mener ce dialogue avec une partie de soi qui ne parle pas le langage des mots? Comment entendre la musique de la corde et pas seulement le son du diapason? Pour cela, Jung nous a laissé un outil extrêmement puissant, qu'il a lui-même utilisé dans son travail sur les rêves, les fantasmes et les événements synchronistiques. Il s'appelle la technique d'amplification. Ce n'est pas une analyse. L'analyse est une tentative de l'esprit conscient de disséquer le mystère en parties logiques, et au cours de cette dissection, le mystère meurt. L'amplification est tout le contraire. C'est une façon de amplifier le signal de l'inconscient, de l'entourer d'images, de mythes et de métaphores, pour que son sens caché se révèle de lui-même. C'est une méthode de dialogue avec votre inconscient dans sa langue maternelle. Voici comment cela fonctionne en pratique. La prochaine fois qu'un déjà-vu se produira et passera, ne le balayez pas d'un revers de main et n'essayez pas de l'oublier. Au lieu de cela, trouvez dès que possible 15 minutes de silence. C'est un temps sacré. Le temps de l'alchimie. Prenez un journal ou simplement une feuille de papier. D'abord, dans un premier paragraphe, décrivez simplement et sèchement la situation. Les faits. J'étais au bureau, je parlais avec un collègue d'un nouveau projet. Quand il a prononcé la phrase « Nous tournons encore en rond », j'ai ressenti un déjà-vu. Cela ancre l'expérience. Puis en laissant un espace, écrivez le titre « Amplification ». Et à partir de ce moment, vous éteignez votre critique intérieure et votre logicien. Vous devenez un poète, un mystique, un interprète de rêve. Et vous commencez à vous poser des questions par écrit en notant les toutes premières réponses qui vous viennent à l'esprit, aussi étranges qu'elles puissent paraître. À quoi cela ressemble-t-il? Pas « pourquoi est-ce arrivé ?» mais « à quoi cela ressemble-t-il » À un disque rayé? À un écho dans une salle vide? Au jour sans fin? Notez la première image qui vous vient à l'esprit. Si c'était un rêve, que signifierait-il? Cette question vous fait instantanément passer du mode réalité au mode symbole. Un rêve où je tourne en rond au bureau pourrait signifier que je suis coincé dans ma carrière. Si cette situation, phrase-lieu, était un symbole, de quoi serait-elle le symbole? Le symbole de mon impasse créative? Le symbole de mes erreurs répétitives en amour? Le symbole de la nécessité de sortir de la routine? Quel conte de fées, mythe ou histoire de film vous vient à l'esprit? Peut-être vous sentez-vous comme Sisyphe qui pousse son rocher?
ou comme un héros à la croisée des chemins face à 3 routes? L'essentiel dans ce processus est de ne pas chercher la logique. La logique est le langage de la conscience. Elle est impuissante ici. Laissez votre inconscient parler sa langue. La langue des images et des métaphores. Votre esprit résistera, qualifiera cela de bêtises et de fantasmes. Votre tâche est de le mettre doucement de côté et de simplement noter tout ce qui vient. Vous serez surpris des trésors de sens, des désirs oubliés et des diagnostics précis qui se cachent derrière ce court bug. Le plomb commencera à se transformer en or sous vos yeux. Cet outil, cette disposition au dialogue, fait maintenant partie de vous, et cela change tout. Parce que maintenant, vous n'êtes plus la victime de sensations étranges. Vous n'êtes pas un observateur passif des bugs de votre propre psyché, ni l'otage de l'anxiété et des doutes sur votre santé mentale. Ce rôle est terminé pour vous. Vous l'avez dépassé. Désormais, vous êtes le détenteur d'un instrument sensible, un baromètre de l'âme. Un instrument qui enregistre infailliblement quand la pression dans votre monde intérieur atteint un point critique, quand un changement important se prépare, quand ce qui est caché est prêt à se manifester. Vous êtes l'interprète des signes secrets de votre propre vie. Vous êtes l'alchimiste qui n'a plus peur du plomb, car il sait comment le transformer en or. Chaque déjà-vu est désormais non pas un motif de peur, mais une invitation. C'est une sonnette à la porte de votre âme qui dit « Vous avez une minute ? Nous devons parler de quelque chose d'important. » Et maintenant, vous savez comment ouvrir cette porte et comment mener cette conversation. Vous connaissez le langage des métaphores, le langage des images, le langage des mythes. Et le plus important que vous devez comprendre, vous possédez tout ce qui est nécessaire pour mener ce dialogue. Vous n'avez pas besoin de gourou, vous n'avez pas besoin d'autorité extérieure pour vous interpréter votre propre vie. Vous avez votre intuition, qui a toujours été avec vous, mais que vous aviez peut-être peur d'écouter. Vous avez votre courage d'être honnête avec vous-même, même quand la vérité est inconfortable. Vous avez un stylo et une feuille de papier, les outils magiques les plus puissants de tous. C'est pourquoi je vous demande, entendez ces mots de tout votre être. Faites-vous confiance. Faites confiance à vos sentiments, même s'ils semblent irrationnels. Ils sont votre boussole la plus précise, et faites confiance à ces moments. Ils ne viennent pas pour vous troubler, mais pour vous guider. Ce ne sont pas des erreurs dans le système. Ce sont ces ajustements les plus précis et les plus attentionnés. Ce sont vos guides fidèles sur le chemin du retour, vers votre véritable plénitude. Nous avons parcouru un long chemin en 7 heures, de la peur de l'inexplicable à la compréhension de son langage. Nous sommes descendus dans les profondeurs pour y trouver non pas le chaos, mais un ordre caché. Revenons au début, à la question même qui vous a amené ici. Alors, que tente de vous dire votre âme à travers le déjà-vu? Après tout notre voyage, nous pouvons répondre clairement et sans l'ombre d'un doute. Ce n'est pas un bug dans le programme de votre cerveau. C'est le point où la carte de votre âme croise le territoire de la réalité. C'est le moment où votre itinéraire intérieur et les circonstances extérieures coïncident avec une telle précision que le monde teinte une seconde comme une corde tendue. Ce n'est pas un souvenir du passé, c'est un rappel de votre destinée. C'est le murmure de votre moi futur qui sait déjà quelles leçons vous devez apprendre et vous pousse doucement vers le bon livre, la bonne pensée, la bonne décision. Ce n'est pas une répétition insensée, vous condamnant au jour sans fin. C'est un acte de la plus grande miséricorde de l'univers. Chaque fois que le monde se répète, il ne se moque pas de vous. Il vous donne une autre chance. Une chance de remarquer ce que vous aviez manqué en avançant en pilote automatique. Une chance de comprendre cette vérité sur vous-même que vous fuyiez depuis si longtemps. Une chance de faire le bon choix là où vous aviez pris un mauvais tournant ou là où vous vous apprêtez à tourner maintenant. Le déjà-vu n'est pas un piège temporel. C'est une porte qui s'ouvre une fraction de seconde pour que vous puissiez voir le chemin vers votre liberté. Et quand vous accepterez vraiment cette idée, non seulement avec votre esprit, mais avec tout votre être, votre réalité commencera à changer. Pas extérieurement, mais intérieurement. Et c'est la seule chose qui compte. La prochaine fois que ce sentiment vous saisira, et il vous saisira, vous ne tressaillirez pas de peur. Il n'y aura pas de sueur froide, ni de pensée paniquée. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Même, au lieu de cela, à votre propre surprise, un léger sourire pourrait apparaître sur vos lèvres.
Ce sera un sourire de reconnaissance. Comme à un vieil ami un peu excentrique qui apparaît toujours sans prévenir pour dire quelque chose d'important. Et à l'intérieur, dans le silence de votre conscience, vous lui direz « Ah, c'est encore toi, je t'écoute. Qu'est-ce que tu veux me montrer cette fois ?» Et à ce moment précis, dans ce simple changement de question, l'alchimie se produira. La peur sera remplacée par la curiosité, parce que vous saurez que ce n'est pas un bug, mais une quête, pas une erreur, mais une énigme. La solitude par un sentiment de connexion profonde, parce que vous comprendrez que ce n'est pas vous qui vous détachez du monde, mais le monde qui entre avec vous dans un dialogue intime et personnel, que vous seul entendez, et le sentiment d'être piégé, d'une répétition insensée par l'anticipation d'une découverte. Parce que chaque moment de ce genre sera désormais pour vous non pas un mur, mais une porte, derrière laquelle se cache un trésor. Une nouvelle compréhension de vous-même et de votre chemin. Le monde cessera d'être un simple ensemble de faits. Il deviendra vivant, parlant, plein de signes et d'indices destinés personnellement à vous. Et vous apprendrez à lire son langage. Merci d'avoir parcouru ce chemin jusqu'au bout. Et je vous remercie non pas pour le temps passé, mais pour votre courage et votre confiance. Parce qu'il faut du courage pour ne pas rejeter les expériences les plus étranges et les plus subtiles de son âme. Il faut du courage pour remettre en question la vision simple et matérialiste du monde et regarder derrière le voile du quotidien. Ce que vous avez accompli pendant cette heure n'est pas simplement le visionnage d'une vidéo. C'est un acte d'exploration intérieure, un acte de bravoure. Et je veux que vous sachiez, vous n'êtes pas seul dans cette quête. Le sentiment d'isolement qui accompagne ces moments est une illusion. En réalité, nous sommes nombreux. Ceux qui ne se contentent pas de réponses superficielles. Ceux qui sentent l'envers de la tapisserie cosmique et tentent d'en déchiffrer les motifs. Ceux qui entendent le murmure de l'univers dans les coïncidences fortuites et tentent de déchiffrer son langage. Nous sommes une communauté invisible de chercheurs, dispersés à travers le monde, mais unis par un même sentiment profond. Ce monde est bien plus que ce qu'il paraît. Et votre sensibilité n'est pas une malédiction, mais votre laissez-passer pour ce cercle. Sachez donc qu'en faisant cette plongée, vous avez trouvé votre tribu. Bienvenue dans ce cercle invisible. Notre plongée commune d'aujourd'hui touche à sa fin, mais le voyage lui-même ne fait que commencer. Si cette conversation a eu de la valeur pour vous, si elle a allumé en vous une lumière de reconnaissance et vous a donné au moins une clé pour les mystères de votre âme, je vous demande d'aider cette lumière à se propager. Chaque « j'aime » sous cette vidéo n'est pas juste un chiffre. C'est un signal dans cet immense espace numérique qui dit « Nous avons besoin de plus de profondeur. Nous avons besoin de plus de sens. » C'est votre voix en faveur d'une exploration authentique et non de réponses superficielles. Si vous souhaitez recevoir plus de clés, plus de cartes pour naviguer dans votre monde intérieur, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche. Ce n'est pas juste un abonnement, c'est votre intention de continuer ce chemin, de ne pas manquer notre prochaine conversation, notre prochaine plongée commune dans les mystères de la psyché. Et le plus important, si pendant notre voyage vous avez pensé à quelqu'un en particulier, à un ami, à un proche qui, selon vous, se pose aussi ces questions, ressent aussi ces étranges vibrations du monde, partagez cette vidéo avec lui. Faites-le non pas pour nous, mais pour lui. Peut-être que cette conversation deviendra pour lui ce livre trouvé par hasard, qui lui donnera la clé manquante. Devenez pour quelqu'un celui qui indique le chemin. Merci pour votre pleine présence. Et souvenez-vous, votre vie n'est pas un problème à résoudre, c'est un mystère à vivre.